bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'assister à cette conférence Tribunal et psychiatrie, coupable mais pas responsable. Comme vous le savez, l'expertise psychiatrique est souvent un moment clé lors des procès devant une cour d'assises, parce que c'est là que sont abordées la notion d'irresponsabilité pénale. Est-ce que le discernement de la personne qui va être jugée a été aboli ou simplement alterné? Nous avons la chance de recevoir pour évoquer cette question Daniel Zaguri. Vous êtes professeur honoraire de psychiatrie des hôpitaux, expert auprès de la Cour d'appel de Paris et auteur de nombreux ouvrages, dont Comment on massacre la psychiatrie française, que vous dédicacerez tout à l'heure. Et l'échange va être animé par Franz-Olivier Gisbert, journaliste et écrivain. Franz, j'ai le plaisir de vous passer la parole pour cet échange exceptionnel. Bonjour à tous, bonjour Daniel Zaguri. Alors, je fais un très, très bon métier, on en parle souvent, par exemple avec Christophe Nodibio, que vous avez vu tout à l'heure. C'est un métier absolument génial parce qu'on paierait pour le faire et on peut rencontrer des gens parce qu'on peut rencontrer, oui, et parler avec des gens qu'on avait toujours rêvé de rencontrer, parce que c'est vrai que Daniel Zaguri, je suis très heureux de l'accueillir et de l'interroger parce que c'est un des personnages... oui, un des personnages les plus passionnants, un peu secret parce que vous cachiez, enfin vous travailliez beaucoup à une époque, vous étiez pratiquement invisible. Bon, maintenant vous avez un peu plus de temps. Alors on va essayer de faire le tour de la planète Zaguri. Alors d'abord, vous êtes l'expert le plus réputé, le plus redouté. Et comment on le devient en quelques mots, hein? Bon. D'abord, mon plaisir d'être à Nice, et ensuite mon plaisir d'être avec Franz-Olivier Gisbert. Parce que là, vraiment, un monument du journalisme c'est bon. Et de l'essai. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je suis sincère. Et j'apprécie tout particulièrement chez vous le sens de la démesure, justement. Et de à votre propos, vous voulez dire. Voilà. À votre propos. Donc, alors, comment on devient on commence par le début. Oui, justement, c'est ça le début. Ouais. Le début, en fait, mon début à moi, c'est que le hasard a voulu que je travaille dans une prison à un moment donné, parce que j'attendais un poste. Et déclic. Et donc, en prison, j'ai vu des choses que je ne voyais pas à l'hôpital et qui m'ont intéressé, passionné sur le plan clinique. Et à partir de là qu'est née une vocation. Et je me suis mis à faire des expertises et de fil en aiguille, voilà, j'ai été nommé. Alors, vous avez un vrai pouvoir, hein, parfois c'est reproché d'ailleurs aux experts psychiatriques, vous avez un vrai pouvoir. Vous conseillez le juge d'instruction, par exemple, vous pouvez lui dire, attention, celui-là, il est capable de faire des récidives, etc. Vous avez un vrai pouvoir quand même, non ? C'est très étonnant d'ailleurs le pouvoir qu'on nous attribue. Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment un vrai pouvoir. On a effectivement le pouvoir d'orienter vers le soin ou vers la prison en fonction de nos conclusions cliniques, bien entendu. Mais il y a tellement de façons d'atténuer ce pouvoir par le jeu des contre-expertises ou par la façon dont est considérée l'expertise en France, c'est-à-dire pas grand-chose, que très honnêtement... Ah oui, quand le juge d'instruction n'est pas content de votre expertise, on l'a vu dans l'affaire Sarah Halimi, il demande une contre-expertise tout de suite, quoi, oui, pour avoir celle qui lui conviendra. Ça, c'est le jeu judiciaire normal. Ouais. Alors... vous avez écrit un livre, c'est le seul des livres que j'avais lu jusqu'à présent, mais enfin je suivais vos travaux, on vous voyait, qui s'appelle L'énigme des tueurs en série. Comment vous définiriez le tueur en série ? Alors vous allez me répondre que c'est vrai que je crois que c'est 15 cas sur les 5000 expertises que vous avez fait, les tueurs en série, c'est-à-dire 0,3% de votre travail. Mais enfin bon, c'est celui qui nous intéresse le plus, c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Comment vous définiriez le tueur en série ? Alors ça, effectivement, c'est une déformation médiatique, c'est-à-dire que je suis devenu l'expert des tueurs en série, mais quand je regarde le pourcentage que ça représente sur l'ensemble de ma pratique sur 35 ans, c'est vraiment très très peu, hein. J'en ai vu une quinzaine
alors faites le calcul, sur plusieurs milliers d'expertises. Mais ce qui m'a intéressé à moi au départ, c'était de sortir du mythe hollywoodien et de me demander est-ce que ça existe vraiment, ce phénomène criminel? Est-ce qu'on peut parler d'un phénomène criminel global? Alors, si vous voulez, la définition, c'est la définition des policiers du FBI, c'est-à-dire 3 crimes, au moins 3 crimes. Au moins 3 crimes. Ça commence à 3 crimes. Distance les uns des autres et de sang-froid. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est, si vous voulez, c'est l'aspect dynamique, l'aspect cinétique des choses. Et ce qui est tout à fait passionnant, c'est de voir que le policier du FBI, qui s'appelait Ressler, qui a inventé le terme de serial killer, il l'a inventé en pensant aux séries qu'il allait voir quand il était jeune le samedi soir et qui donnait envie d'être le samedi suivant et ensuite le samedi suivant. Voilà. Donc, ce qui fait qu'un crime appelle un autre crime qui appelle un autre crime. Au fond, c'est ça qui singularise le phénomène criminel des tueurs en série. Alors, à propos de tueurs en série, il y en a un qui est à l'œuvre en ce moment à l'est de notre continent, en Ukraine, Poutine. Ah. Poutine, est-ce qu'il est normal ou est-ce qu'il est fou? C'est ça, c'est la question. Non, mais c'est la question que se posent beaucoup de gens. Hein. Alors, c'est une question que beaucoup de gens... gens... Parce que le coup de la table et tout ça, c'est bizarre, quoi. La phobie des autres, la phobie, l'éloignement... J'ai fait un papier dans le journal du dimanche il y a 15 jours parce que il me paraissait très important de dire un certain nombre de choses. Et en particulier... j'ai perçu qu'un certain nombre de caractéristiques et des caractéristiques également dans la réaction des chroniqueurs ou des politiques me rappelaient des travaux que j'ai faits il y a longtemps sur le crime paranoïaque. Et donc, il m'a semblé important de le dire. Et en même temps, il faut faire très attention. Parce que moi, la psychologisation de l'histoire, c'est pas vraiment quelque chose... c'est quelque chose qui paraît extrêmement critiquable. Et par ailleurs, poser un diagnostic sur quelqu'un sans l'avoir vu, donc ça m'a été reproché, enfin, un reproche déontologique qui me paraît, compte tenu du contexte actuel et compte tenu des dangers... On s'en fout des connards. Allez, répondez à la question. Ouais. Que fait peser le personnage sur la planète, il me semble que... bon, on peut passer outre. Oui, je crois vraiment. Et d'ailleurs, il y a un souvenir d'adolescence, je ne suis pas historien, mais je me rappelle dans mes lectures, avant que Hitler ne devienne Hitler c'est un après-coup. Hitler, c'était Monsieur le chancelier, Adolf Hitler. Hein, donc, il y a quand même eu une poutino-complaisance. Non, puis dans les livres d'époque ou dans les journaux, c'était Monsieur Hitler, Monsieur Hitler, Monsieur Absolument. Hitler. Même chez Bernanos, qui était son adversaire, c'était Monsieur Hitler. Alors, ce qui est très intéressant, c'est les objections qui m'ont été faites. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le problème clinique. La question, c'est pas fou. La question, c'est, au fond, si on l'a posée de manière un peu plus sérieuse, on dirait, est-ce que Poutine a décompensé une paranoïa qui était... Il est dans un délire paranoïaque, quelqu'un qui dit qu'il faut dénazifier l'Ukraine. Ce genre de propos sont juste hallucinants. Mais complètement. À mon avis. Alors les objections que j'ai vues, non, Poutine n'est pas fou, etc. D'abord, il faut faire très attention. Moi, ça ne me choque pas qu'on dise, malade ou pas, qu'est-ce que ça change par rapport au fait qu'il faut maintenir le contact diplomatique, Malade ou pas, vous voulez dire, oui, parce que c'est du botox qu'il a, il n'y a rien de spécial, il est juste botoxé comme une vieille starlette. C'est probable. Mais ce qui est intéressant, c'est les objections qui sont faites. C'est-à-dire, d'abord, c'est pas possible, puisque ce qu'il fait actuellement, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a annoncé, etc., etc. Comme si la continuité était incompatible avec la maladie mentale. Mais
mais vous et moi et la plupart des gens dans cette salle, nous avons une certaine continuité, peut-être une certaine obstination, mais quand la réalité se dérobe, quand il y a des obstacles, on s'adapte. On change d'avis, c'est ce qu'on fait dans ce métier. Absolument. Dans le journalisme, sinon on est un d'avis, mauvais journaliste. On s'ajuste, etc. Là, il y a quelque chose de l'ordre d'une continuité effective, mais d'un rouleau compresseur qui ne tient plus compte du tout de la réalité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on dit, mais enfin, il n'est pas malade puisqu'il est logique. Mais oui, il n'y a pas plus logique qu'un paranoïaque. Il n'y a pas plus logique, il n'y a pas plus rationnel qu'un paranoïaque. Je dirais même qu'il n'y a même que de la rationalité. Les affects sont des affects de haine, sont des affects froids. Le reste, c'est la rationalité. Et puis par identification à ce système paranoïaque, nous imaginons quelqu'un de très fort, Et nous avons beaucoup de peine à penser que c'est peut-être quelqu'un qui est dans une espèce de fuite en avant, avec une perception du vieillissement, de la mort, et une nécessité d'accomplir tout de suite, maintenant, le destin grandiose dont il se pense porteur. Alors, effectivement, il ne faut pas réduire l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui au monde à cette dimension pathologique, mais il me semble que c'est quand même un paramètre dont il faut aussi tenir compte. C'est pour ça que j'ai ressenti la nécessité d'écrire ce papier. Tout petit diagnostic de docteur, enfin en quelques mots, le petit diagnostic de Poutine. Allez. Docteur, il faut faire un petit... Non, je ne l'ai pas examiné, donc il n'est pas venu me voir. Schizophrénie, paranoïa... Non. Alors, si vous voulez... Alors, le problème avec la représentation collective de la maladie mentale, c'est que, pour la plupart des gens, quelqu'un qui est malade est incohérent. Quelqu'un qui est malade fait n'importe quoi. Mais pas du tout. Il peut être tout à fait cohérent, il peut poursuivre tout à fait un projet, et même avec une grande obstination. Donc, c'est pas ça. On va dire qu'il est probable que dans sa démesure, dans sa fuite en avant actuelle, dans sa haine, et parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un... Ah oui, il veut tuer Zelensky, il veut tuer sa femme, il veut tuer les enfants. Enfin, c'est très étrange. Oui, il parle pas comme un responsable politique normal. Enfin, on dirait un petit caïd. Enfin, tout ce que vous pourrez énoncer et tout ce que je pourrais énoncer pourrait être contredit par des politologues qui vous expliqueront que, bon, voilà, et ils n'auront peut-être pas nécessairement tort. Je dis que c'est un paramètre dont il faut aussi tenir compte, et qu'on n'est pas du tout dans une folie, vous parliez de schizophrénie, on n'est pas du tout là-dedans, on est dans une folie résonante, dans une folie cohérente, enfin on est probablement dans le cadre d'une personnalité paranoïaque, ça il y en a beaucoup, mais qui à un moment donné a basculé dans une espèce de fuite en avant probablement délirante, parce que je ne sais pas si vous avez vu, donc les visiteurs au Kremlin passaient à travers un espèce de tube, oui. Voilà. La distanciation sociale, on a vu Macron... Oui, même avec son état-major militaire, il fait ça. Non, parce que Macron, à la limite, pour les humilier, on comprend, mais l'état-major militaire, vous avez vu, voilà. Il y a 5-6 personnes à l'autre bout, comme s'il avait peur de se faire attaquer ou recevoir probablement un poison une terreur du Covid qui peut-être... Moi, je n'ai pas toutes les informations, mais... il me semble que l'hypothèse d'une décompensation d'une affection psychiatrique peut être parmi d'autres éléments à prendre en compte. Alors, on va parler de votre livre, donc ne vous inquiétez pas, le livre qui vient de sortir, mais on va rester un peu sur les tueurs en série, si ça ne vous embête pas. Et notamment, alors il y a évidemment votre premier tueur en série, je crois que c'était le dénommé Stéphane de la Bruyère, qui coupait la tête de sa victime et qui lui parlait en lui racontant des conneries. Mais j'aimerais plutôt commencer par parler de Guy Georges, parce que c'est là d'ailleurs que vous êtes devenu célèbre parce que vous avez regardé ce cas de près. Guy Georges, il ne faut pas oublier, c'est l'homme qui a violé et tué 7 femmes entre 1991 et 1997. Et alors ce que vous montrez, c'est, comme souvent chez les tueurs en série, il y a chez lui une énorme volonté de puissance. C'est ça, c'est-à-dire que quand il tue, il se sent comme le boss, celui qui fait la loi.
Alors, effectivement, je lui avais posé... Alors, il répondait avec parcimonie, hein, il lâchait quelques bribes, hein, mais effectivement, il y a pratiquement toujours, chez ces sujets, au moment de leur passage à l'acte criminel, une posture démiurgique où ils ont droit de vie et de mort sur l'autre. Alors, effectivement, il avait juste dit... oui, c'était comme être le boss, hein, effectivement. Ouais. Et alors, on va passer au suivant. Patrice Allègre. Ça, c'est un cas très intéressant parce que c'est vraiment un grand fiasco journalistique. Vous vous souvenez, les grands articles dans Le Monde qui expliquaient que le pauvre Dominique Baudis, un innocent qui a été traîné dans la boue par une grande partie de la presse, des médias, il faut bien dire. Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse, ancien ministre. Bref. Dominique Baudis, lui, a payé, mais le point de départ, c'est les révélations de Patrice Allègre, de quelques prostituées. Et je crois qu'il y a un juge, hein, on peut dire les choses aujourd'hui, il y a prescription, un magistrat qui a cru tout ça, qui a balancé ça aux journaux. Et au fond, c'était quoi ce Patrice Allègre? C'était le grand manipulateur à l'origine de cette histoire contre Baudis ou c'était juste... Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'était un voyou qui... Enfin, un voyou, 5 meurtres, 6 viols. Enfin, 5 meurtres, c'est un tueur en série, quoi. Oui, bien entendu. Donc, il a commis des actes épouvantables. Et effectivement, je l'ai expertisé. Et puis, quand j'ai vu dans la presse cette histoire, on avait l'impression qu'en définitive, c'était lui qui tirait les ficelles à Toulouse, que tous les autres étaient des marionnettes, qu'il avait dans sa main des juges, des policiers, des gendarmes. Mais c'est allé loin, hein, on a l'impression, c'était la grande majorité de la presse qui a acheté cette histoire. Oui, vous avez commencé par poser la question de savoir si Poutine était fou. Moi, je vais vous poser la question, est-ce que un certain nombre de vos collègues ne sont pas un petit peu... il y a eu un magnifique livre de... ces deux journalistes qui ont écrit un livre, Le Bûcher de Toulouse, hein, c'est un livre absolument... et Aron et Mathieu Aron, je cherchais le nom, mais je ne le trouverai pas. Mathieu Aron et sa compagne, voilà, qui ont fait un livre absolument magnifique où, effectivement... Marie-France Etchegouin. Pardon ? Marie-France Etchegouin. Marie-France Etchegouin. C'est revenu, vous voyez, c'est Alzheimer, c'est pas encore... Exactement. Il me reste encore des bouts de cerveau. Vous savez pourquoi on oublie les noms des personnes ? Parce que quand vous oubliez un mot, vous pouvez toujours le remplacer par un autre. Vous pouvez toujours faire voilà, vous pouvez toujours biaiser. Mais si j'oublie que vous vous appelez François-Olivier Gisbert, c'est pas possible de remplacer ça par autre chose. Enfin, voilà. Bon, alors Patrice Allègre. Donc cette histoire, en fait, c'était un pauvre type. C'était pas du tout le grand manipulateur. Mais pas du tout, pas du tout. Qui tenait entre ses mains le pauvre Dominique Baudis qu'on a traîné dans la boue si injustement. Non, mais et qui en est mort d'ailleurs. Il est mort d'un cancer. Patrice Allègre n'a rien à voir avec Dominique Baudis. C'est absolument pas parti de lui. C'est une rumeur. C'est la rumeur de Toulouse qui est partie d'autres sources. Hein, mais c'est pas lui. Il était pour rien. Alors après, il y a un autre tueur en série qui est fascinant, il faut bien dire. C'est Pierre Chanal. Donc lui, on dit entre 8 et 17 victimes. Alors ça, c'est le fou total, insensible, non ? Insensibilité maximum. Fou, non. Alors, si vous voulez, j'ai décrit chez les tueurs en série des pôles dominants, et chez lui, effectivement, le pôle pervers était dominant. C'était quelqu'un qui était absolument, effectivement, il avait un regard d'acier, et c'était une... Alors, je me souviens lui avoir posé 2-3 questions sur son enfance, et donc il m'a dit « Joker ». Ça voulait dire... On s'arrête là, hein, on s'arrête là. Donc il était extrêmement déterminé et surtout déterminé à ne pas être jugé et à ne pas avoir à démasquer en quelque sorte sa part secrète lors d'un procès. Vous savez qu'il s'est suicidé au début de son procès. Et juste, c'est l'affaire des disparus de Mourmelon, hein, parce que tout le monde n'a peut-être pas en tête. Oui, il y a beaucoup d'affaires à Chanal. Affaires. Oui, il y a beaucoup d'affaires. Il y a l'affaire aussi. Chanal. Bien sûr. Bien sûr. Attendez, on ne sait même pas. C'est entre 8 et 17 victimes. Enfin, on ne sait pas, parce qu'évidemment, qu'il est tellement pervers qu'il n'avoue pas tout, qu'il n'a pas tout avoué. Bon. Et alors, le
le tueur en série des tueurs en série, ça reste quand même Michel Fourniret, non ? Michel Fourniret, c'est effectivement... Alors, j'ai eu un mot malheureux, et vous savez comment sont vos confrères, c'est-à-dire que vous avez un mot malheureux aux assises et tout le monde le reprend. Je ne suis pas solidaire, Voilà, des confrères. Non, mais c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'ai dit c'est le tueur en série le plus abouti, ce qui a été entendu comme c'est le champion olympique du crime. C'est pas ça du tout que je voulais dire. Ce que je voulais dire par là, c'est que n'ayant pas été appréhendé pendant plusieurs décennies, c'est celui qui est allé le plus loin dans l'accomplissement de, si je puis dire, des processus criminels. Alors lui d'abord assez autoritaire, hein. Assez autoritaire, lui. Vous lui dites asseyez-vous, il dit on ne me donne pas d'ordre. Enfin, oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que il ne connaît que la force, il ne connaît que la domination. Dans son monde, il y a les dominants et les dominés. Et si vous voulez, le geste de la codification sociale la plus élémentaire, c'est-à-dire bonjour monsieur, asseyez-vous. Pour lui, ça voulait dire vous me donnez des ordres, vous voulez prendre la main sur l'entretien, je reste debout et je ne réponds pas à votre demande. Et tout était comme ça avec lui. Alors, vous avez écrit un livre qui s'appelle La barbarie des hommes ordinaires, qui était sous-titré, c'était sur le bandeau, ces criminels qui pourraient être en nous. En quoi ces gens-là sont différents de nous ? Ah, c'est une question d'une vertigineuse complexité. Oui, mais ça, c'est alors le bandeau. Il y a encore du temps. Je vais répondre à votre question. Le bandeau, c'est mon éditeur. Hein. Bon, le bandeau, c'est mon éditeur. C'est bien vu, mais je l'ai. Il vous l'a soumis de toute façon. Oui, il soumet toujours. Oui, je l'ai accepté parce que, si vous voulez, j'ai essayé de faire un livre sur ce que j'appelle Monsieur tout le monstre, c'est-à-dire, au fond, comment les hommes les plus ordinaires, avec le profil le plus banal, peuvent être amenés à participer à des génocides, peuvent être amenés à participer à des actes de terrorisme. Comment se fait-il que ces femmes qui tuent leur enfant à la naissance après un déni de grossesse soient d'une effrayante banalité ? Comment se fait-il qu'il y ait des sujets qui tuent pour un mot de travers, pour un regard de travers, etc. etc. Donc, si vous voulez, la plupart des crimes sont commis par des gens qu'on va dire normaux au sens large du terme. Et vous voyez, tout à l'heure, vous avez dit fou, vous avez lâché fou. Mais non, c'est pas tous des fous, loin de là. Hein. Et les malades mentaux sont minoritaires. Alors bon, sans tomber dans les statistiques, si vous voulez, un crime sur 20 à un crime sur 50 est commis par un sujet malade mental, et le crime étant commis en rapport avec sa maladie. Mais tout le reste, ce sont des gens qui peuvent être un peu tordus, un peu particuliers, avec un certain nombre de mauvaise humeur ce soir-là. Pardon ? De mauvaise humeur ce soir-là, peut-être, parfois, tout simplement. Hein. Oui. Et donc, quand on voit... Alors, ce qui m'a intéressé, ce sont les processus psychiques qui font qu'un homme ordinaire va de fil en aiguille, d'étape en étape, de transformation en transformation psychique, d'adaptation en adaptation, se mettre à commettre des actes comme un crime passionnel ou comme une participation à des horreurs génocidaires. Alors là, on va parler d'une affaire, je suis sûr que tout le monde dans l'assistance en a entendu parler parce que c'était une grosse polémique, l'affaire Sarah Halimi. Donc ça se passe le 4 avril 2017 et Kobili Traoré, un jeune homme, va rouer de coups la pauvre Sarah Halimi, juive orthodoxe, et il va la défenestrer en criant « Allahu Akbar ». Voilà, c'est ça le point de départ de l'histoire. Et puis alors on va tomber sur une juge d'instruction qui apparemment, enfin ça c'est ma version en tout cas, mais qui a décidé que au moment des faits, Traoré n'avait pas tout son discernement et donc il faut le déclarer irresponsable. Vous avez fait une expertise. Dans cette expertise, il est établi que son jugement était altéré
mais qu'il fallait quand même le juger. Alors, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans un non. champ polémique, hein, ma position ne me le permet pas, mais j'ai noté que vous, par contre, vous n'y étiez pas allé avec le dos de la cuillère. Ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vous pouvez répéter ce que vous avez dit ? Cette histoire est abjecte. Voilà. Non, mais c'est une histoire. Il y a quelque chose qui cloche dans la justice française quand on voit cette histoire. Oui. Ça ne marche pas, quoi. Ce que vous ne répétez pas tout à fait. C'était quoi ? Vous parliez de Vichy. Ah oui, mais c'est-à-dire, oui, c'est une justice qui... C'est pas une justice, oui, ça rappelle beaucoup la justice de Vichy, avec d'ailleurs... il y a une tradition antisémite dans la justice de Vichy, tout le monde le sait, et là on retrouve un peu cette justice-là. Alors sauf qu'évidemment, c'est une justice d'extrême gauche, puisque Vichy c'était plutôt l'extrême droite, et là c'est l'extrême gauche, puisque selon ce terme qu'on peut voilà des définir paroles. L'islamo-gauchisme, voilà. Et on a réussi finalement à faire en sorte que ce jeune Kobili Traoré, qui a vraiment massacré cette vieille dame, aujourd'hui il est libre, non, j'imagine, ou il va l'être bientôt. Alors, donc, il faut le plaindre. Ça, c'est le genre de choses que moi je ne peux pas dire. Hein. C'est une victime. Oui, alors, Kobili Traoré. Si vous voulez, là où le débat public a été biaisé, c'est que Kobili Traoré a présenté au moment des faits une authentique affection psychiatrique, c'est-à-dire qu'il avait ce qu'on appelle... Provoqué par le cannabis. Voilà, oui. Il prenait trop de cannabis. Une bouffée délirante aiguë. Cette bouffée délirante aiguë, bon, si vous voulez, on peut toujours... ça a été contredit par des journalistes, mais pas par des psychiatres, parce que, si vous voulez, il y a trop d'arguments, il a été vu par trop de monde pendant trop longtemps pour qu'on puisse douter de ce diagnostic. Simplement, ce que j'ai dit, j'étais le premier expert, c'est que cette bouffée délirante aiguë était liée, induite par la prise de cannabis, puisque c'était un petit voyou délinquant qui avait été incarcéré un grand nombre de 5-6 fois, qui avait été condamné un grand nombre de fois, qui était trafiquant et consommateur, et qui avait augmenté les produits dans un but de défonce. Bon. Donc, ce que moi j'ai dit, mais qui n'a pas été suivi par les autres experts, et sur laquelle la Cour de cassation a pris position, ce que j'ai dit, moi, c'est que cette bouffée délirante aiguë, absolument indiscutable, avait été induite par la prise de toxiques, qu'il n'y avait aucun terrain psychotique, et que l'évolution n'était pas non plus une évolution psychotique. Donc, qu'aujourd'hui, sous réserve du contraire, c'est quelqu'un, s'il maintient le sevrage, qui est parfaitement normal et qui est dans un hôpital psychiatrique. Et là, c'est bon, ce qui quand même... S'il y est encore. Alors, il y est encore, mais dans un service ordinaire, pas dans une unité pour malades difficiles. Peut-être qu'il sortira bientôt. Ça veut dire qu'il peut sortir bientôt. Ça s'appelle un permis de tuer. Permis de tuer les juifs, quoi. Oui. Je vous laisse la responsabilité de vos formules, mais si vous voulez, ça pose évidemment beaucoup de problèmes. La question, parce que si vous voulez, on dit la phrase bateau que tout le monde répète, que le garde des Sceaux a répété, c'est en France on ne juge pas les fous. Mais on ne juge pas les fous pour autant que l'acte qu'ils ont commis soit en rapport avec la maladie mentale au moment des faits, et pour autant qu'ils n'aient pas eux-mêmes induit cette maladie. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout choquant que quelqu'un qui est schizophrène, je me souviens d'affaires, plusieurs, un schizophrène qui pousse quelqu'un sous le métro, la personne meurt, mais l'acte n'est pas du tout en rapport avec sa maladie. Hein. Bon. Donc, c'est pas choquant de conclure parce qu'il n'y a pas de rapport déterminant entre la maladie et l'acte. Donc, c'est là-dessus qu'a porté le débat, et le débat est extrêmement important parce que, par exemple, dans les affaires de radicalisation, vous avez des sujets qui présentent une authentique affection psychiatrique au moment des faits, et si on suit la Cour de cassation sur le principe que peu importe les causes de cette folie à partir du moment où elle existe au moment des faits, alors à ce moment-là, il ne faut pas tenir compte de la radicalisation antérieure, il ne faut pas tenir compte de la haine de la France, il ne faut pas tenir compte d'un... Vous voyez, la difficulté, elle est de réfléchir à un rapport
entre la maladie et le bain sociétal dans lequel elle va surgir, elle va se produire. Tout ça n'était pas tout noir ou tout blanc, on est d'accord là-dessus, mais simplement ce qui est étrange, c'est la réaction du corps judiciaire après ça. C'est-à-dire, une intervention d'Emmanuel Macron, et comme si la justice voulait toujours avoir raison, parce que est-ce que c'était une bonne idée de ne pas le juger, comme si la justice voulait toujours avoir raison, eh bien, elle a maintenu ses positions jusque en appel et ensuite en cassation. Il est effectivement possible que l'intervention du président de la République ait braqué les juges. C'est possible. C'est une hypothèse, on va dire. Ouais, c'est une hypothèse plus que probable, disons. Bon. C'est vous qui le dites. Bon. Et d'ailleurs, cette affaire-là, disons, a beaucoup remué la communauté juive, il faut bien le dire. C'est pas toujours forcément dans le bon sens, parce qu'est-ce qu'il n'y a pas eu aussi, une volonté de faire de cette affaire un grand cas, parce que finalement, j'ai bien vu votre position à vous. Vous avez déjà, dans un autre cas d'attaque antisémite, vous avez jugé que la personne, il ne fallait pas la juger. C'est l'histoire de Sébastien Seban. Oui. Bon. Et donc, vous avez des positions assez modérées. Vous auriez pu décider que finalement, il ne fallait pas le juger. Mais vous avez pensé qu'il fallait le juger. Oui. Et d'ailleurs, la juge, qui n'était pas contente de votre expertise, a fait faire des contre-expertises qui vous ont donné tort. Dans l'affaire que vous évoquez, qui est bien antérieure, et qui date d'une période où il n'y avait pas eu encore cette suite de crimes antisémites en France. Dans cette affaire que vous évoquez, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, on est dans le cas de figure d'un sujet schizophrène qui a effectivement une flambée délirante, qui lors de cette flambée délirante va tuer son copain d'enfance juif et dire Allah est grand. Et là j'ai eu un mot malheureux, je le reconnais, il faut faire... Vous en avez souvent. Mais oui, ça m'arrive. J'ai dit ça n'est pas un crime antisémite, mais je voulais dire par là, ça n'est pas un crime antisémite. Bien sûr que c'était un crime antisémite, parce que ce qui domine... parce qu'il avait dit je tue un juif, je vais au paradis. Voilà. Ça, j'ai dit ça n'est pas un crime antisémite, je voulais dire par là, c'est essentiellement un crime schizophrénique. C'est pas l'antisémitisme qui en a été au fond le moteur, c'est plutôt la maladie. Mais j'aurais pas dû dire ça, parce que vous savez comment sont les journalistes. Vous dites quelque chose dans un certain contexte et ils vont le répéter partout. C'est terrible, c'est terrible. Alors, avant de donner la parole au public... On va donner la parole. Avant de donner la parole au public... Il a raison, il est très sensé. Mais avant de donner la parole au public... On va quand même parler de son dernier livre. Non, mais attendez, s'il vous plaît, parce qu'on va parler de son dernier livre quand même, un mot. Parce que bien sûr, et d'ailleurs vous allez le dédicacer. Il va le dédicacer. Après, son livre, c'est « Comment on massacre la psychiatrie française ». Alors, on va donner bientôt la parole au public, donc vous allez être court là-dessus, mais votre grande thèse, en fait, c'est qu'on la massacre. Mais est-ce que ce n'est pas tout l'hôpital public qu'on a massacré avec la loi de 2011 ? Oui, bien sûr, on a massacré tout l'hôpital public. HPST. Oui, hôpital, qui a donné patient. Le pouvoir, en fait, aux fonctionnaires, aux administratifs, etc. Ah oui, non, mais si vous voulez, on a massacré effectivement la médecine, mais la psychiatrie en particulier, qui est le parent pauvre de la médecine. Et si j'ai écrit ce livre, c'est parce qu'au moment où j'ai pris ma retraite hospitalière, j'ai absolument voulu témoigner d'une évolution qui fait que dans notre pays, en France, le pays qui a inventé la psychiatrie, aujourd'hui, il y a 1200 postes qui sont non pourvus. La psychiatrie est la 40e spécialité médicale en termes d'attractivité, ce qui est absolument impensable. Il y a une fuite des cerveaux, Neuroplanète fuit, donc les cerveaux... Je vois des jeunes brillants qui étaient faits pour le service public qui s'en vont parce que ça n'est plus vivable. Aujourd'hui, les équipes sont squelettiques et la psychiatrie est déprimée. Et puisque vous me posez la question, vous m'avez interrogé beaucoup sur les crimes, et vous voyez, je suis dans une situation un peu paradoxale, parce que j'ai voulu écrire un livre sur la psychiatrie qui a eu quelques bons papiers dans la presse, notamment dans Le Monde, pas dans Le Point. Et donc... Christophe Onodibio, est-ce qu'il est ici là ? Parce que peut-être... Christophe. Bon.
Bon, Non, il est pas Il là. est en régie, il nous Il est en régie, entend. il est en Il régie. vous entend. Christophe, Franck. j'y pense. mon cher Franz, comme dans la chanson, donc mon cher Franz, c'est, si vous voulez, j'ai vraiment voulu témoigner de quelque chose de terrible qui est une évolution où des équipes squelettiques en viennent à attacher les patients, à les isoler beaucoup plus que ce ne serait nécessaire dans un autre contexte. Voilà, merci. Merci. Donc maintenant, la parole au public. Absolument. Donc n'hésitez pas, on vous applaudit. Merci infiniment. Oui, alors nous avons une question sur la droite. On vous écoute. Bonjour, donc je souhaiterais vous poser deux questions. Courte, s'il vous plaît. Oui, courte. La première, donc, on a vu qu'il y avait un certain nombre de crimes et de délits qui pouvaient être commis par des auteurs qui étaient sous l'emprise de substances psychotropes, soit illicites comme les stupéfiants, soit licites comme l'alcool. Mais il y a aussi le problème des substances psychotropes licites, médicamenteuses, qui sont prescrites par des médecins, quoi. Et il y a eu un certain nombre de cas, aussi bien en France qu'à l'étranger, où des auteurs de crimes et de délits prenaient des traitements au moment où ils ont commis leurs actes. Donc est-ce qu'il n'y a pas une possibilité éventuellement de mise en cause des médecins prescripteurs et éventuellement des laboratoires? Donc ça, c'était la première question. Et la deuxième question, il se trouve que dans ma vie, donc, j'ai eu l'occasion d'être à 2 reprises juré de cour d'assises à peu près 20 ans de distance, y compris dans des affaires il y a un peu d'effrayage chronique. Et ce que j'ai pu constater par moi-même, et ce n'était pas des exceptions, c'est que généralement, quand des accusés ont des dossiers psychiatriques lourds, avec des antécédents psychiatriques lourds, loin de venir à décharge, généralement, ce sont des éléments, alors que ils n'en sont pas responsables, qui tendent plutôt à faire peser on va dire le côté de la balance vers l'alourdissement des peines et des mesures de sûreté. Donc, est-ce que c'est vraiment cohérent dans un système pénal qui est fondé sur la responsabilité individuelle, le libre arbitre et le discernement? Merci pour votre question. J'ai pas très bien compris la deuxième. Allez, alors peut-être effectivement sur la première, peut-être déjà. Sur Oui, alors sur la seconde, monsieur, sous votre contrôle, moi ce que j'ai compris, c'était que finalement les problèmes psychiatriques finissaient par alourdir la peine. Oui, mais voilà. Oui, tout à fait. On peut penser que dans l'esprit du juré ou dans l'esprit du magistrat, quelqu'un qui a de très importants troubles de la personnalité, qui a des antécédents psychiatriques, on va le condamner plus lourdement parce que on se dit les psychiatres n'en veulent pas dans leur service, ils ont des troubles psychiatriques, donc ils sont plus incontrôlables que les autres, et donc il faut les mettre à l'abri de la société plus longtemps. C'est tellement vrai qu'en cas d'altération du discernement, on s'était aperçu que les peines étaient plus lourdes et que la loi a été modifiée pour que la peine soit réduite et pour que si la cour d'assises ne suit pas cette réduction de peine, elle ait à le justifier. Hein. Voilà, ça, donc c'est un point tout à fait important. Dans un débat, enfin dans le débat au début du XXe siècle, certains disaient demi-fou, demi-responsable, c'est le titre du livre d'un certain Grasset, et d'autres répondaient non, demi-fou, double peine, hein, puisque voilà. Et pour ce qui concerne de médicaments, voire les responsabilités des laboratoires. Pour ce qui concerne la prescription de médicaments, j'ai vu quelques affaires où effectivement était posé le rôle inducteur du traitement dans un état pathologique. Mais ce que je voudrais quand même dire en tant que psychiatre qui a prescrit des médicaments pendant 35 ans de pratique hospitalière, c'est que les bénéfices
des traitements sont nettement supérieurs à leurs inconvénients. Et que l'état de la psychiatrie avant les médicaments, c'était terrifiant. Terrifiant. Merci. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci. Merci. C'était passionnant. Et donc, je vous annonce les 2 prochaines séances de dédicaces. Donc, Daniel Zaguri, qui va donc dédicacer 3 ouvrages. Comment on massacre la psychiatrie française, nous venons d'en parler. La barbarie des hommes ordinaires et l'énigme des tueurs en série. Ça, c'est de 16h45 à 17h15. Et ensuite, également, une séance de dédicace avec David Fonkinos, donc le romancier, qui nous rejoindra donc, en fin de journée. Encore un rendez-vous à ne pas manquer. Et donc, dans quelques minutes, on se retrouve pour notre prochaine conférence, là aussi passionnante, puisque nous allons plonger sous le crâne d'un champion de l'apnée. À tout de suite, merci beaucoup.